Bonjour Hervé Odermatt. Votre vie est un véritable roman. On va le dire tout simplement, vous êtes né en 1926, à quelques mois de la reine Elisabeth II. Votre parcours va être complètement différent et vous le racontez dans ce livre qui s'appelle Le Chinois, itinéraire d'un enfant placé jusqu'au cœur du Gotha mondial. Hervé Odermatt, votre nom a été longtemps synonyme de galerie d'art à Paris, à New York, partout. Et pourtant, vous venez de loin et vous le racontez dans ce livre. Parce qu'au fond, le Chinois, c'est ainsi qu'on vous surnommait, parce que vous n'avez pratiquement pas connu votre papa. Et finalement, vous allez entrer dans la résistance, vous allez avoir un destin hors du commun. Comment vous expliquez tout ce qui vous est arrivé dans cette vie ? Il n'y a pas d'explication. Une vie, surtout en ce qui concerne la mienne, comme on lit dans le livre, qui a été vraiment, quand je le relis, mais jamais, chaque fois que toutes ces choses-là extraordinaires sont arrivées, j'en ai été conscient, je m'en suis rendu compte quand j'ai levé le doigt j'avais jamais mis le cul sur une moto pour partir en mission, enfin, etc. Et que toutes les décisions, ça a été dans la vie, pour moi, la chance n'existe pas. C'est les circonstances, l'environnement et les décisions. Et parfois la grâce. Et c'est toujours les décisions que j'en pris. Alors, on prend les bons ou les mauvaises. Oui. Et j'ai toujours pris les bonnes décisions. Oui, oui. Et alors, je disais, incroyable parcours. Alors, enfin, de parler de l'art, parce que votre galerie, ici, à Paris, vous allez évidemment vendre des Picasso, des Van Gogh, vous allez être la galerie qui va bousculer le marché de l'art. Mais d'abord, il y a la Résistance. En 1940, presque par hasard. 44. Oui. Avril 44. J'avais 18 ans. Quand j'ai arrêté la voiture des maquisards. Donc là encore, voyez-vous, alors tout le monde me dit, quelle chance, on me dit non. J'étais dans un environnement, dans une petite ferme dans la montagne entre Roanne et Vichy. On parlait des maquisards, des parachutages, on parlait de tout ça. Et j'ai vu une voiture avec la Croix de Lorraine. Je l'ai vue une fois, passer devant la ferme, à 500 mètres. Je l'ai revue une deuxième fois. Et la troisième fois, je me suis mis dans le fossé et je dis, je pars avec vous. Et c'est comme ça. Mais moi, le petit mec en sabot, rien. Et 9 mois après, j'étais sous-lieutenant au 2e bureau. Oui. Il n'y a que la guerre qui permet de faire des choses comme ça. On vous surnomme bien sûr le Chinois parce que votre père était chinois, Oui. vous êtes placé dans une famille de paysans, je le disais. Voilà. Mais on vous insulte, on vous dit Oui, Shintok. Shintok, Vous apprenez voilà. à vous battre alors. Voilà, c'est ça. Et quand on me traitait de Shintok, comme j'étais pas le genre à aller chialer dans un coin, paf, les coins partaient. Et apparemment, j'avais une bonne gauche. Oui. C'est ça, parce que vous avez un sacré caractère. Je veux dire aussi, bien sûr, vous allez devenir fabricant de chaussures de luxe, Oui, ce qui est tout à fait inattendu. Et comment vous passez de ça à ouvrir votre première galerie d'art J'ai été invité par le département d'État américain à aller étudier à l'université américaine de Biarritz. Alors la même chose, quand je reçois l'invitation d'un de mes amis qui était à l'état-major du général Join, je lui dis, mais écoute, moi, j'ai jamais fait d'études. Ah, il me dit, ça fait rien, tu parles l'anglais. C'est vrai, avec l'armée, à l'oreille, j'avais appris bien l'anglais. Et alors, il me montre une liste, je vois journalisme. Alors, excusez-moi, je dis, ça doit pas être trop difficile. Et je suis rentré à l'université américaine et je suis diplômé de reportage et d'éditorial. J'ai même eu un article que j'ai écrit qui a été dans le Star and Stripe, qui était le journal de l'armée américaine. Et donc, si vous voulez, un jour, on visite une usine de chaussures. Et là, qu'est-ce que je vois à l'époque? Tout était resté, c'était semelle de bois, etc. Je vois des chaussures de femmes, semelle en crêpe, sport, etc. Et je dis, combien ça vaut ça? Il me dit 1000 francs la paire. Je dis, mais moi, je pense que si je monte à Paris avec, je peux les vendre 2000 francs. Et j'ai donc acheté 16 paires de chaussures que j'ai monté à Paris avec mes passes du 2e bureau. Je pouvais voyager sans contrôle, sans rien. Et j'ai vendu mes 16 paires dans la journée. Ce qui est incroyable, c'est que de là, vous allez devenir, on peut le dire aujourd'hui, très riche, Hervé Odermatt. Parce qu'aujourd'hui, cette vie vous a amené ça, ce confort absolument extraordinaire. Vous allez posséder des chevaux, vous allez avoir un hôtel particulier, vous allez être très riche. Oui, mais alors,
parlons justement de la chaussure. Alors donc, 16 000 francs au jour, ma solde de sous-lieutenant était de 17 000 francs par mois. Et ça a été le fin de ma carrière militaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé les chaussures, en faisant d'abord du porte-à-porte. Et puis, Oui. un jour, je me suis fait arrêter par la police économique. J'ai dit, je ne veux pas continuer comme ça. J'étais dans une école, j'ai appris comment on montait une chaussure. Donc, je suis venu. C'est un parcours incroyable, il faut lire ça parce qu'il y a tellement de choses. Je voudrais qu'on parle de votre galerie. Donc vous allez devenir un des plus grands marchands d'art de tableaux, Oui, on c'est dit, pas moi, à Paris. c'est Daniel Wildenstein, dans son livre Marchand de tableaux, parmi les plus glorieux du siècle, il me met dans les 13. Bon, c'était un petit peu, pour moi, un peu exagéré, je trouvais. Et j'ai appelé Daniel, je lui ai dit, et là, pour le remercier, et il m'a invité à déjeuner. Mais je lui ai dit, Daniel, écoutez, il y a quand même des gens qui ont été des plus grands marchands que moi, qui ont vendu plus de tableaux, etc. Et j'en cite 2. Et alors Daniel, quand on l'a bien connu, avec sa face un peu glabre, laisse tomber, je les ai pas mis pour des raisons d'éthique. Ah, oui. Et c'est vrai que j'étais connu dans mon métier pour n'avoir qu'une parole. Et c'est aussi ça qui a fait ma réussite. Oui, alors votre réussite, vous passez un jour à Munich devant un magasin, vous voyez un petit tableau, vous l'achetez pour 3 fois rien, et puis c'est un Manet, et puis vous gagnez beaucoup d'argent. Vous racontez aussi comment un jour vous allez avoir un tableau de Picasso, que vous essayez de vendre pour 160 000 euros, et finalement vous le gardez pour vous, et aujourd'hui il vaut... Non, je le garde pour moi parce que je l'ai payé 120 000 euros. Je pensais le vendre dans la semaine, 160 000 euros. Je ne l'ai pas vendu. Le premier est venu 3 personnes. L'un, ça ne l'intéressait pas. Le deuxième non plus. Et un troisième arrive, j'allais fermer la galerie. Bon, il me dit, monsieur, est-ce que je peux... J'ouvre la porte, il voit le Picasso, et ça intéresse. Il me dit, combien voulez-vous? Je lui dis, 160 000 euros. Et il dit, oh, monsieur, bon, c'est beaucoup trop cher, etc. Enfin, il me garde 2 heures et il m'en offre 130 000 euros. Et moi, comme dit, je ne baissais jamais mon prix. Et donc, non. Et il s'en va. Moi, fou furieux, ma femme m'attendait pour dîner. Je mets le tableau dans ma voiture, mais je l'emmène. Et je dis à ma femme, il y a un connard qui m'a gardé pendant 2 heures, il n'aura pas le tableau. C'est vrai, et vous parlez comme ça. Hein, le connard en question n'est pas revenu. Le lendemain, il est revenu 8 jours après. Et vous lui avez dit, je ne le vends plus aujourd'hui. Non, monsieur Odermatt, je voudrais, d'un air suffisant, il me dit, monsieur Odermatt, je voudrais revoir ce tableau. Et je dis, monsieur, le tableau n'est plus disponible. Et le mec, il vient tout lent. Mais vous saviez bien que ça... Écoutez, monsieur, vous m'avez gardé pendant 2 heures. Oui, et alors, non, mais dire combien il vaut maintenant ce tableau, parce que c'est ça qu'on veut savoir. Aujourd'hui, c'est un tableau qui vaudrait aujourd'hui facilement 25 millions d'euros. Voilà comment le marché de l'art fonctionne, Hervé Odermatt. Vous racontez tous ces souvenirs absolument incroyables. Vous allez dénoncer Fernand Legros. Vous allez être celui, parce que c'est un très célèbre faussaire, vous allez être celui qui va aller sur le plateau d'une émission de télévision, je crois les dossiers de l'écran, dénoncer Fernand Legros. Oui, exactement. Pas le dénoncer, t'es en face à face avec lui. Et j'avais vu justement chez un grand collectionneur américain qui s'appelait Meadows, et après une partie de golf, j'avais été présenté par lui, par mon meilleur ami américain, Joseph King, et j'arrive chez lui, je vois 25 tableaux sur les murs. Je les regarde, je dis, monsieur Meadows, mais qui vous a vendu ces tableaux? Et il ne me répond pas. 3 fois, je lui dis, mais monsieur Meadows, qui vous a vendu ces tableaux? Finalement, il me dit, pourquoi vous me demandez ça? J'ai écouté parce qu'ils sont tous faux. Et là, il bondit, il me dit, vous savez, je peux vous faire un procès. Et moi, je lui dis, écoutez, je sais de quoi je parle pas par-dessus mon bonnet. Mais il m'a dit, j'ai des certificats. Alors moi, j'ai dit, bon, il a des faux certificats. Il envoie son avion à Dallas, il me ramène les certificats. Et je vais à Paris 8 jours après. Et il y avait entre autres des certificats. Alors il y avait 25 certificats. Entre autres, je vais voir mon ami Passiti, qui était à ce moment-là
l'expert de Tajan, qui était un homme parfaitement compétent, honnête, etc. Et j'arrive dans son bureau, je dis, écoutez, monsieur Vati, c'est vous qui avez fait le certificat pour ce tableau de Dufy? Il regarde. Ah, il me dit, oui, j'aimerais bien le revoir. Et là-dessus, il y a eu l'histoire d'Exposition Picasso à Dallas, deux grands marchés. Il y avait, Meadows avait prêté 4 tableaux, et il y a deux grands marchands spécialistes de Picasso américains, Peirce et Stéphanade, qui déclarent, qui disent que tous les tableaux de Picasso de Meadows étaient faux. Alors la presse en est apparue, mais moi, Oui. je n'ai plus pu rien faire. Mais oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, vous dites dans ce livre, hein, Hervé Odermatt, l'art, c'est quoi? C'est sensuel. C'est de donc, au l'émotion, fond, vous voyez quand un tableau est faux. Une seconde. Oui. Une seconde. Vous refusez de vendre des tableaux uniquement à ceux qui veulent un placement, par exemple. Ah, ben ça, jamais. Ça, un jour, il y a un type qui vient avec 500 000 $ dans une valise, qui me dit, Monsieur Odermatt, j'ai entendu parler de vous. Voilà, j'ai 500 000 $. Je voudrais acheter des tableaux en placement. Je lui dis gentiment, écoutez, monsieur, moi, les beaux tableaux sont rares. Je les vends à ceux qui les aiment et pas les gens qui veulent faire des placements. Et alors, vous allez croire en Masson, vous allez croire en Germaine Richier, vous allez croire à des artistes comme ça, parce que, voilà, c'est le cœur qui parle. Bien sûr, Hartung, tout ça, qui était à l'époque Vera Silva, etc., qui étaient pas des gens très connus à l'époque. Oui. Et là, vous y allez, vous achetez beaucoup de ces tableaux, vous y croyez, vous vous battez pour bien eux. Sûr, oui. Bien sûr. C'est une autre façon de voir l'art. Au fond, et d'ailleurs, C'est la seule manière qu'on devrait la voir. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autre manière. C'est la seule manière qu'on devrait la voir. Pour moi, mon métier, c'est une histoire d'amour, et uniquement une histoire d'amour. C'est pas une histoire d'argent. Oui. Et pourtant, l'argent va arriver. Et un jour, vous allez avoir une conversion, on va dire, parce qu'au fond, vous vous êtes dit, à quoi ça sert? Je suis haï par certains, jalousé. Non, oui. je me suis rien dit de tout ça. Non, ma conversion, ce que je dis, qui est le plus important chapitre de mon livre, ma conversion est venue que j'ai vu une étiquette en garant ma voiture avec SOS Prière, alors Dieu, si vous voulez, vous appelle tout le temps. Oui. Mais on est sourd. Hein, Mais là, vous avez complètement changé votre vie. Et là. ce jour-là, j'ai répondu à l'appel. Oui. Alors, j'ai donc été dans un groupe de prière du renouveau charismatique. Et les 5 premières minutes que je suis là, il y avait une quinzaine de personnes assises là, qui avaient l'air vraiment pas terribles, si on juge les apparences. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger sur les apparences. Et un mec arrive avec une guitare, une fille, elle lève les bras au ciel. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai dit, mais Hervé, t'es avec une bande de dingues ici. Oui. Et j'ai voulu foutre le camp. Mais comme alors, j'avais tous les défauts du monde, sauf que j'ai jamais aimé humilier les gens, etc. Et surtout ceux que je considérais socialement au-dessous de moi. Et donc, je suis resté le cul collé à ma chaise. Oui. Et au bout d'une heure et demie, ils se sont levés. Ils ont chanté le Notre Père et de Gounod. Et moi qui j'avais pas vu passer le temps. C'est ça qui est incroyable. D'ailleurs, vous racontez, bien sûr, dans ce livre, le chinois, hein, au fond, toute cette réussite dont je parlais, vous allez connaître Édith Piaf, vous allez connaître le Montmartre des grandes années, des plus grands artistes, vous allez épouser une comédienne connue, vous allez vous marier avec une Canadienne infiniment riche. Votre destin, je le dis, est romanesque. Surtout, tout ce qui m'est arrivé, si vous voulez, même je le dis, quand j'étais vendre des grenouilles à 15 ans, eh ben, il a fallu que ça soit chez le gros, ou 3 gros, ça veut dire. Oui. J'aurais pu aller n'importe quel bistrot. Non, ça a été... Et toujours dans ma vie, les moindres choses, j'ai été confronté à l'exceptionnel. Oui. Et pourtant, vous avez dit votre ligne de chance un jour, vous racontez, Oui. on vous dirait, elle ne sera pas longue. Hein. Oui. Vous ne voyez pas vivre vieux. Vous Voilà. avez 95 ans aujourd'hui, Oui, Hervé Odermatt. exactement. C'est pour ça que
que j'ai dit. Après, un jour, j'ai vu une autre personne qui m'a dit que ce que la main gauche dit, c'est rectifié par la main droite et que l'homme était maître de sa destinée. Et j'ai compris qu'on était vraiment maître de sa destinée. Oui, comme quand un jour vous êtes cambriolé dans votre galerie, les plus beaux tableaux sont emportés, Ouais. vous êtes à l'étranger. Quand vous rentrez, vous dites au fond, je m'en fiche. Je m'en Non, fiche j'ai parce pas que dit ça je m'en pourrait être fichais. pire. Non, j'ai pas dit ça que je m'en fichais. Quand j'étais à la chasse avec Bouygues en Tchécoslovaquie et à Vienne, on prend l'avion, on me dit, Hervé, on parle de toi dans le journal. Moi, j'ai pensé que c'était les potins de la commère, un truc. Et la première page de Paris Presse, à l'époque, c'était le vol du siècle. Et je m'aperçois qu'on avait tout volé. Et alors, quand je suis dans l'avion, je dis à la hôtesse, dans combien de temps on arrive? Elle me dit 1h45. Et ben, j'ai dit, apportez-moi une couverture et 2 oreillers. Et je me suis endormi. Oui, Et- malgré ce que vous saviez qui oui, vous était oui, je me suis arrivé. endormi. Et en arrivant à Orly, avec mon Loden et bien mon petit chapeau à plumes, le premier micro qu'on j'ai, c'est Europe 1. Et il me dit, monsieur, vous étiez bien assuré? Je lui dis non, malheureusement. Eh ben, il me dit, mais vous n'avez pas l'air catastrophé. Ben, j'ai dit, écoutez, vous savez, moi j'ai un petit garçon qui a 9 ans, il a ses 2 jambes. Il y a un petit garçon, le fils Kennedy, on lui a coupé la jambe au-dessus du genou. J'ai dit, mais rien n'arrivait. Et c'est comme ça que j'ai pris la chaude. Oui, ce qui est magnifique, Oui. Hervé Odermatt, hein, enfant placé. Vous resterez toujours, et j'allais dire, si ceux qui nous écoutent se disent, mais c'est exceptionnel ce qui lui est arrivé, de ce qui vous est arrivé dans votre vie, de là où vous venez, Oui. vous diriez au fond, il faut croire, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, alors, à l'époque, j'étais dans ma jeunesse, cette famille-là était une famille qui avait la foi, on allait à la messe tous les dimanches, j'étais enfant de chœur, etc. Et puis après, j'ai mené un peu une vie de patachon. Mais si vous voulez, quelle est la Oui, question? oui, même vous disiez, parce qu'au fond, un jour, vous vous êtes dit, je suis quoi? Un paquet de merde. Vous m'aviez dit Oui. ça en préparant l'émission. Voilà, exactement. Alors, Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? alors ça veut dire, d'ailleurs, ça veut dire pour moi, mais ça veut dire pour tout le monde, hein. Moi, à l'époque, j'étais le roi des marchands de tableaux. J'avais une des plus belles femmes, une des plus grandes héritières qui m'avait choisi. C'est pas moi qui l'ai épousée, c'est elle qui m'a épousé. Bon, à la fin, on a vécu pendant 51 ans ensemble. Et j'avais tout, les chevaux de course, j'étais champion de golf, deuxième du championnat du monde, Paris. J'avais tout. Et puis après ma conversion, je me suis rendu compte, quand je suis avec mon ami Jean-Denis Brodin au restaurant Tongueng, et je lui dis, tu sais, Jean-Denis, comment tu pouvais être mon ami? Toi qui es un monsieur exceptionnel, comment? Mais je n'étais qu'un paquet de merde. Et il m'a dit, en riant, mais écoute Hervé, il ne faut pas exagérer. Et effectivement, alors, il y a des gens qui me vilipendaient. Alors je disais, c'est des jaloux, etc. Non, eux voyaient mon mauvais côté, qui était le réel, arrogant, m'as-tu vu, enfin, etc. Et alors j'avais des amis, alors justement j'étais toujours rassuré devant tout ce qu'on pouvait dire de moi en ville, etc., que j'avais quand même des amis comme Jacques Chaban-Delmas, comme Daniel Echter, comme le général Gaston, qui avait été un héros de l'aviation américaine. Enfin, j'avais une dizaine de personnes, quand je pouvais citer les noms. Alors, ces gens-là, effectivement, ils voyaient ce qu'il y avait de bien en moi, tandis que les autres voyaient ce qu'il y avait de mal. Avec raison. Alors, j'ai été les voir quand j'ai pu, un par un, pour leur demander pardon. Oui. Et moi, je croyais qu'ils allaient me dire, écoute, on n'en a rien à foutre, etc. Ils m'ont tous accueilli avec le sourire, ce qui m'a étonné. Et ils m'ont dit, mais non, mais non. Et voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui, quelle aventure. Hervé Odermatt, c'est publié chez MAM, c'est réédité en raison du succès, l'itinéraire d'un enfant placé jusqu'au cœur du Gotha mondial. Vous y apprendrez plein de choses, c'est toute une histoire du siècle. Et le regard que vous portez chaque jour, comme ça, émerveillé.
On peut le dire en un mot, Hervé Odermatt. Exactement. Vraiment émerveillé. Ah oui, parce que, si vous voulez, pour moi, quand on a une vraie relation avec Dieu à travers Jésus, on ne peut être qu'émerveillé. Vous avez connu Sœur Emmanuel, Oui. ben vous avez vu son Et visage. vous d'ailleurs, vous êtes un des grands contributeurs de sa fondation. Son visage était lumineux, comme Mère Teresa, qui était dans la misère, etc. Son visage était d'une paix. C'est ça la vraie richesse, au fond. C'est ça la vraie richesse. C'est ça la vraie richesse. Voyez-vous, par exemple, je suis depuis 28 ans, comme je passe 4 mois depuis 60 ans en Amérique, je vais depuis 28 ans dans la prison de Miami visiter les jeunes délinquants. Et à la fin, je leur serre la main, je leur parle pendant... Et il y en a un qui me dit, il y a 2 ans, il me dit, monsieur, et vraiment, j'ai vu, il avait un dossier assez lourd. Il dit, monsieur, je vois Jésus dans vos yeux. Waouh. Merci. Hervé Odermatt, ça s'appelle Le Chinois. Lisez ce livre, vous ne le regretterez pas. Quel parcours. Merci beaucoup, Hervé Odermatt. Eh ben, Merci beaucoup d'avoir été avec nous. De m'avoir reçu. Merci.